Donc, le premier intervenant, Fabrizio Butera, est professeur de psychologie sociale à l'Université de Lausanne, où il a dirigé le laboratoire de psychologie sociale. Il a aussi été président de la European Association of Social Psychology. La seconde intervenante sera Lucie Mottier-Lopez, professeure à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Elle dirige le groupe de recherche ERED, Évaluation, Régulation et Différenciation des apprentissages dans les systèmes d'enseignement. Et je passe tout de suite la parole à notre premier intervenant, Fabrizio Butera. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par des remerciements. J'aimerais remercier le CNESCO pour cette invitation et puis pour l'organisation de cette conférence tout à fait formidable. Alors, sur la question de l'évaluation, il y a eu beaucoup de travaux qui portent sur le pourquoi, qui portent sur le comment, mais collègues en parleront tout à l'heure. Dans notre équipe, nous sommes des psychologues sociaux, donc nous nous sommes intéressés à voilà. Nous nous sommes intéressés à la question des effets de l'évaluation et en particulier à la question de ce qui se passe après l'évaluation. Autrement dit, la question de quels sont les effets psychosociaux qui découlent de l'évaluation qui a été mise en place. Bien. Pour se rendre compte de ce que nous avons commencé à défricher dans nos recherches, prenons cette feuille de classe, ancienne bien entendu, et regardons ce qui se passe pour notre élève cible, Louis Pichonna. Donc c'est très facile de voir sur cette feuille quelle est la performance de cet élève. Alors, c'est des notes sur 10. On peut voir quelles sont ses notes en composition, littérature, en algèbre. Et ce qui frappe, c'est qu'en un coup d'œil, on arrive à savoir ce que l'élève Pichonna a fait dans chacune de ces matières. Donc, là, on est en train de parler d'une propriété très importante des notes, de l'évaluation, qui est la visibilité de la performance. Or, cette propriété est accompagnée par deux autres propriétés qui sont tout à fait importantes pour bien comprendre quelles sont les conséquences, quels sont les effets du simple fait d'avoir des notes. L'une, c'est que les notes rendent visibles les différences entre les élèves, et la deuxième propriété qui découle de la première, c'est que ces différences permettent de comparer les élèves entre eux et entre elles. Elles permettent de les classer et elles permettent d'opérer une sélection. Donc, si on regarde le même tableau qu'avant, la même feuille de classe, on s'aperçoit de pourquoi la note, la plupart du temps, est utilisée de façon normative, c'est qu'elle permet de faire un ensemble de comparaisons. Donc, à la place de regarder en horizontal, on regarde en vertical. Et là, sans connaître l'élève Pichonna, eh bien, je peux dire tout un ensemble de choses sur lui. Je peux dire qu'il est plutôt bon élève. Je rappelle que les notes sont sur 10. Qu'il ne va pas redoubler. Que s'il y a un prix de classe, ce n'est pas lui qui va l'avoir. Donc, ça permet tout un ensemble d'opérations qui vont avoir un impact sur la vie de Louis Pichonna au quotidien, dans sa position, dans son statut à l'intérieur de la classe, dans ses relations avec les parents et puis dans la suite de son parcours scolaire. Donc, le plan de ce que j'aimerais dire aujourd'hui est le suivant.
D'une part, j'aimerais parler de l'évaluation en particulier normative, mais aussi formative par comparaison, et d'insérer ce débat sur la fonction que ces deux formes d'évaluation revêtent à l'intérieur de l'école, notamment en relation avec deux grandes fonctions de l'école, la fonction sélective et la fonction formative, dont je vais parler tout à l'heure. Deuxième point, je vais rentrer dans une série d'effets que nous avons étudiés, que nous avons documentés, et je vais commencer avec la motivation intrinsèque et puis les buts d'accomplissement. On va voir de quoi il s'agit. Ensuite, je vais parler des effets de l'évaluation normative sur les compétences sociales à l'école. Et je vais terminer par les effets de l'évaluation normative sur les inégalités des chances. Et puis, quelques réflexions sur l'évaluation et les rôles que l'utilisation de l'évaluation confère aux enseignantes et aux enseignants. Bien, commençons par la question de la fonction de formation et de sélection de l'école et de la question et de la relation avec l'évaluation. Bien, ce n'est pas un secret qu'à l'école, il y a deux grandes fonctions. L'école a deux grandes fonctions. La fonction de formation est probablement la plus évidente, celle qui est le plus mise en avant, celle qui consiste à fournir, transmettre, développer des connaissances, des compétences, une culture. Mais il y a aussi la fonction de sélection, qui est la fonction qui consiste à prendre des décisions sur le futur des élèves en fonction de leur réussite scolaire. Alors, ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que même si ces deux fonctions coexistent tout le temps à l'école, eh bien, elles peuvent être plus ou moins saillantes dans un contexte donné. Elles peuvent être mises en exergue de façon plus ou moins importante par les pratiques d'enseignement, mais aussi par la culture de classe, par la culture scolaire et par la culture du système éducatif qui est en vigueur dans un certain pays. Nous avons fait une étude dans laquelle nous avons mis en évidence qu'il y a un lien fort entre la fonction de sélection de l'école et puis le support que l'on donne à l'évaluation normative. Nous avons vu qu'il y a, quand on demande aux gens, on pose la question, nous avons posé la question à une série de personnes, dans quelle mesure ils pensaient que la fonction de l'école était une fonction, bien sûr, formative, tout le monde dit oui, mais une fonction sélective, eh bien, plus on le pense, plus on pense qu'il est important d'utiliser l'évaluation normative, l'évaluation qui permet la comparaison des élèves. Et ceci, pour une raison qui est très importante, quand on regarde quel est le support que les gens donnent à des principes de justice distributive, l'équité, on donne plus à ceux qui méritent le plus, l'égalité, on donne la même chose à tout le monde, ou le besoin, on donne plus à ceux qui ont le plus besoin, eh bien, c'est l'équité, c'est le mérite qui explique le lien entre la fonction de sélection et le support à l'évaluation normative. Nous avons aussi trouvé que plus on pense que la fonction d'école est une fonction sélective, moins on donne du support à l'évaluation formative. Nous avons entendu de quoi il s'agit tout à l'heure. Nous allons l'entendre de façon encore plus détaillée tout à l'heure. Mais la raison, c'est que l'évaluation formative se base sur deux autres principes de justice distributive, l'égalité et le besoin, qui ne sont pas les principes qui sont au cœur d'une école basée sur la sélection.
Maintenant, voyons quels sont les effets de l'évaluation formative. Donc, une fois que de l'évaluation normative, pardon, une fois qu'elle existe, qu'elle est en place, et en particulier une série d'études qui ont été faites sur les effets de l'évaluation normative sur la motivation intrinsèque. Pourquoi la motivation intrinsèque? Parce que c'est le Graal de la motivation. C'est la motivation qui vient de l'intérieur. C'est la motivation qui vient de l'intérêt et du plaisir d'étudier, du plaisir de se concentrer sur des tâches scolaires ou des tâches d'apprentissage. Et bien entendu, elle est très recherchée par les enseignantes et les enseignants parce qu'elle permettent aux élèves de travailler de façon autonome. Eh bien, nous avons fait une série d'études avec des élèves de collège dans lesquels on leur a donné une tâche de français, en l'occurrence c'était des anagrammes, et dans une condition expérimentale, il n'y avait pas de notes, c'est la condition à gauche. Dans une autre condition expérimentale, il y avait des notes, condition à droite. Eh bien, ce qu'on voit apparaître, c'est que la motivation intrinsèque apparaît de façon plus prononcée lorsqu'il n'y a pas de notes. Lorsqu'il y a des notes, les élèves se sentent moins autonomes. Et ça se comprend bien parce que l'évaluation normative, la note, elle est généralement vécue comme une motivation extrinsèque, quelque chose de l'extérieur. Pourquoi j'étudie? Pourquoi je fais cet exercice? Mais pour la note. Bien. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on peut déclarer son intérêt lorsqu'on attend une bonne note. Les élèves sont très clairvoyants des normes scolaires. Mais ça au niveau déclaratif. Quand on regarde quels sont les élèves qui sont disposés à persister dans la tâche, c'est-à-dire à continuer l'exercice même une fois qu'il est terminé, eh bien, c'est seulement celles et ceux qui n'avaient pas de notes qui vont le faire. Bien, nous avons aussi étudié les buts d'accomplissement, c'est-à-dire le désir qui est impliqué dans une tâche. Et dans la littérature, on distingue généralement deux buts qui sont liés à la performance. Les buts de performance approche à droite, les buts de performance évitement à gauche. La performance approche, c'est le désir d'être meilleur que les autres. Bon, c'est typique des situations de compétition. Et puis, les buts de performance évitement, c'est le désir de ne pas échouer, de ne pas être le dernier de classe. C'est quelque chose qu'on ne valorise pas vraiment en classe et à juste titre parce que toutes les recherches montrent que ce but prédit négativement la performance scolaire. Eh bien, dans une étude que nous avons faite avec des élèves d'école professionnelle, nous avons vu que les situations dans lesquelles nous avions, c'était des études sur des cours d'anglais et langue étrangère, eh bien, lorsqu'il y avait une note en noir, la barre en noir, eh bien, les élèves déclaraient plus de buts de performance évitement, ce qu'on veut éviter, si vous me permettez ce jeu de mots, plus de buts de performance évitement que dans les conditions où il n'y avait pas de notes. Alors vous allez me dire, oui, mais note, pas note, c'est évaluation, pas évaluation. Mais nous avons fait aussi des études dans lesquelles nous avions toujours de l'évaluation, soit normative, soit formative, soit les deux. Parce que les enseignantes et les enseignants nous disent toujours, oui, bon, mais on doit quand même mettre des notes, mais je fais quand même de l'évaluation formative. Eh bien, ce qu'on voit dans ce graphique qui montre combien les élèves déclarent avoir des buts de performance évitement, ce qu'on voit, c'est que dès qu'il y a la note, dès qu'il y a l'évaluation normative, eh bien, les buts de performance évitement sont déclarés, sont adoptés à un plus grand degré que lorsqu'il y a une évaluation formative.
Bien, maintenant, regardons la question des compétences sociales, très très importante parce que non seulement les compétences sociales prédisent la réussite scolaire, mais elles prédisent aussi la bonne intégration dans la classe et dans la vie scolaire, la capacité de communiquer, la capacité de partager les informations, la capacité de demander de l'aide. Hein, c'est toutes des compétences qui facilitent la vie scolaire grandement. Et alors, nous avions une étude dans laquelle nous avons regardé dans quelle mesure, dans un groupe de travail, ici c'était des étudiants et des étudiantes, les étudiantes étaient capables de partager l'information dans une tâche, un peu d'ingénierie, dans une tâche de résolution de problèmes, dans une tâche où partager l'information était absolument nécessaire pour réussir le problème. Eh bien, nous avions 3 conditions expérimentales. Une condition où il y avait des notes et la performance était visible, une tâche où il n'y avait pas de notes, la performance était visible, et puis une condition dans laquelle il n'y avait pas de notes et il n'y avait pas de visibilité. Eh bien, nous avions mesuré le partage des informations uniques que les étudiantes avaient, donc ce qui est en rouge, donc les informations les plus utiles, celles qui doivent être partagées pour pouvoir réussir la tâche, parce que c'est celles que les autres n'ont pas. Ça demande aussi un effort de décentration, de comprendre ce que les autres n'ont pas, de quoi ils ont besoin. Et puis le partage de l'information que tout le monde a, c'est ce qui est en noir. Eh bien, ce que vous voyez dans cette étude, c'est que lorsqu'il y a une note, eh bien, c'est là qu'on partage le moins les informations utiles et le plus les informations inutiles. Un peu comme si on lançait un appât en demandant une information, en donnant une information inutile pour recevoir une information utile en retour. Bien. On termine cette partie sur les effets avec la question de l'impact de l'évaluation normative sur les inégalités des chances. C'est des travaux que nous avons faits sur l'effet de l'évaluation normative sur les enseignantes et les enseignants. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était sur les élèves et les étudiants. Et ici, on regarde ce qui se passe sur les évaluateurs et les évaluatrices. Eh bien, dans cette étude, c'est une série d'études à chaque fois, nous demandions à des évaluateurs et des évaluatrices d'évaluer une dictée qui était la même pour tout le monde. Nous connaissions le nombre d'erreurs parce que c'est nous qui les avions introduites. C'était une étude expérimentale. Et on leur disait, voilà, ce n'est pas votre élève, vous ne le connaissez pas, on vous donne la fiche d'élève. Dans la fiche d'élève, il y avait la profession des parents qui étaient soit des professionnels, soit des parents avec une profession manuelle. Donc on jouait avec les stéréotypes, élèves de classe sociale favorisée, défavorisés. Et on leur disait, voilà, trouvez les erreurs. Et ensuite, à la moitié, on disait, et vous mettrez une note. À l'autre moitié, on disait, et vous ferez un feedback formatif avec des commentaires. Eh bien, ce que vous voyez, donc à gauche, c'est là où on demandait de mettre des notes. Vous voyez que les évaluateurs qui avaient l'élève de classe sociale défavorisée, en rouge, trouve beaucoup plus d'erreurs dans la dictée que les évaluateurs qui avaient l'élève de classe sociale favorisée. Il y a le même nombre d'erreurs. C'est différent. Donc, ils reproduisent les inégalités qui existent par ailleurs dans la société. Cette inégalité n'apparaissait pas lorsqu'on leur demandait de mettre des commentaires. Et on trouve exactement la même chose lorsqu'on utilise évaluation normative ou formative, mais qu'on met en exergue à droite la fonction de sélection de l'école versus
Donc à gauche, fonction de sélection de l'école, versus à droite, fonction d'éducation. Lorsque c'est la fonction de sélection qui est saillante, c'est là que les évaluateurs et les évaluatrices reproduisent artificiellement les inégalités qui existent par ailleurs dans la société. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer avec une réflexion sur l'évaluation et le rôle des enseignantes et des enseignants, parce que nous sommes, je me mets dans le tas parce que je suis aussi un enseignant, nous sommes des agents du système éducatif. Et donc, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que nous agissons en fonction des normes en vigueur dans le système dans lequel nous travaillons. Et c'est là qu'on comprend bien, qu'on comprend mieux le schéma que je présentais tout à l'heure. Dans un système dans lequel la fonction qui est mise en exergue est la fonction de sélection, eh bien, nous avons une fonction de filtre. Hein, nous sommes les passeurs, nous sommes les gardons du temple. Nous devons décider qui passe, qui ne passe pas, qui reste, qui peut aller de l'avant avec des études longues, des études prestigieuses. Mais lorsque nous travaillons dans un environnement dans lequel c'est la fonction de formation qui est mise en évidence, en exergue, eh bien, c'est là que nous pouvons avoir un rôle de mentor. C'est-à-dire que c'est là que nous pouvons utiliser l'évaluation formative. C'est là que nous pouvons prendre le temps de se poser la question de quels sont les besoins des élèves et surtout de celles et ceux qui ont le plus besoin. C'est là que nous pouvons donner des feedbacks qui ont comme objectif celui d'augmenter, de développer les compétences et les connaissances des élèves. Eh bien, c'est peut-être en ayant ça en tête qu'on peut avoir une visée de la formation des enseignantes et des enseignants qui tient compte de la culture scolaire et de la culture du système éducatif dans lequel nous sommes insérés. Je vous remercie de votre attention et je me réjouis de vos questions. Merci. Merci beaucoup Fabrizio pour ce premier exposé introductif à nos travaux. Merci. Qui pose effectivement bien les enjeux et qui trouvera des prolongements dans le thème numéro 2 sur les effets psychosociaux et sur le thème numéro 3 à propos des inégalités. Nous allons maintenant entamer un bref moment d'échange autour de la communication de Fabrizio. Donc, je vous rappelle les règles du jeu. C'est d'abord le jury qui pose ces questions. Ensuite, si nous en avons le temps, nous prendrons l'une ou l'autre question, soit dans la salle, soit questions que nous aurons reçues via Twitter, et c'est ça que je fais en même temps. Je ne suis pas en train de regarder la météo, je filtre sur Twitter, mais il n'y a jusqu'à présent pas encore de questions. Donc la personne qui gère Twitter peut-être pourrait inciter, relancer un peu, parce qu'on ne reçoit pour le moment que des messages de félicitations et des cœurs pour dire que tout le monde aime ce qui se passe ici. Donc voilà, la parole est au jury. Oui. Oui. Monsieur Butera, bonjour. Merci infiniment pour cette intervention. Fatia Cherara, membre du jury. Vous présentez une approche générale et très claire des effets psychosociaux de l'évaluation normative. Nous nous demandions, parce que notre réflexion porte sur l'école du socle, donc sur toute la gamme d'élèves qu'accueille le système éducatif, est-ce que ces effets sont les mêmes aux différents âges? Est-ce qu'ils sont plus ou moins prononcés en fonction de l'âge? Merci à vous. Merci beaucoup de cette question. En effet, la présentation que j'ai faite et la note de synthèse que j'ai transmise présente une vision un peu globale, mais nous avons trouvé des effets tout à fait convergents dans des études que nous avons conduites à l'école
primaire, au collège, au lycée professionnel, à l'université. Je vous donne juste un exemple d'une étude que nous avons conduite avec ma collègue Céline Buche. Nous avons fait une étude dans laquelle des étudiants universitaires étaient amenés à travailler sur un travail en coopération. Et ce que nous avons vu, c'est que lorsque la coopération était vraiment horizontale, dans laquelle c'était une coopération dans laquelle il y avait des rôles et des ressources complémentaires, eh bien, la compétence du partenaire avait un impact positif sur la réussite de l'étudiant, ce qui est tout à fait normal. Hein, si on travaille avec quelqu'un qui est très compétent, eh bien, on va en bénéficier. En revanche, lorsque on mettait l'accent sur la comparaison sociale, un peu cette comparaison sociale typique de l'évaluation normative dont je parlais tout à l'heure, alors il y avait une relation négative entre la compétence de l'autre et la réussite, un peu comme si on était menacé par les autres. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que des années plus tard, nous avons refait exactement la même chose à l'école primaire et nous avons retrouvé exactement la même interaction, avec la même forme. D'ailleurs, nous avons... Cette question me fait penser au fait qu'il n'y a aucune raison théorique d'attendre des différences fondamentales. Parce que finalement, si on se focalise sur la question des fonctions de l'école, eh bien, il faut bien se dire que l'école, quelle qu'elle soit, que ce soit l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, sont des systèmes éducatifs qui ne sont pas autonomes. Ils sont insérés dans une société. Nous avons récemment fait un travail avec mes collègues Benoît Dampnier et Wojtek Światowski, dans lequel on essaye de montrer comment le système scolaire a des structures, des valeurs, des normes qui dépendent des structures, des valeurs, des normes qui sont en vigueur dans la société et qui ensuite transmettent ces mêmes normes, valeurs au niveau des élèves. Hein. Et donc, il y a un système d'emboîtement de classe qui fait que ces normes et ces valeurs sont cohérentes à tous les niveaux de la société, y compris à l'intérieur du système scolaire. Merci infiniment. La seconde question du jury. Il y avait une seconde question. Non, il n'y a pas de seconde question. Alors, vous l'avez abordé vraiment là dans votre réponse et un petit peu dans votre exposé. Vous évoquez dans votre note de synthèse la question de l'apprentissage coopératif, qui est une méthode de travail qui reste rare à l'école, mais qui pourrait venir amender cette fonction de sélection de l'école et les effets de cette évaluation normative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui. Une des différences fondamentales entre l'évaluation formative et l'évaluation normative, c'est que dans l'évaluation formative, on est focalisé sur la tâche, on est focalisé sur l'apprentissage, on est focalisé sur une comparaison temporelle que fait l'élève dans sa progression. Je fais mieux aujourd'hui que hier et j'espère faire mieux demain qu'aujourd'hui. Dans l'évaluation normative, on est focalisé sur la comparaison avec les camarades. Alors, on le sait bien, quand on reçoit une note, on regarde la note, première chose qu'on fait, et puis deuxième chose qu'on fait, on regarde la note des camarades. Et dans l'apprentissage coopératif, dans la coopération, c'est cette fonction de focalisation sur la tâche, sur le problème qu'on doit résoudre, qui est très très importante. Et parce qu'on est dans un dispositif dans lequel on est amené à travailler de façon conjointe vers un objectif commun. Hein, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance positive des buts.
tout le groupe a le même but. Et ce qui est important dans ce dispositif, c'est que non seulement on a le même but, donc on est focalisé sur la tâche, mais on a bien souvent des rôles différents parce que chacun a quelque chose à faire. On a parfois du matériel qui est différent, qu'on doit mettre en commun. C'est les travaux que j'ai présentés tout à l'heure sur le partage de l'information. C'est là que le partage de l'information devient extrêmement important. Et donc ça veut dire aussi que chaque membre du groupe a sa dignité, a sa fonction, a son rôle, même si on est dernier de classe. Et donc, dans ce dispositif, on favorise non seulement l'apprentissage, mais on favorise aussi les relations sociales. Et il y a des méta-analyses, et même des méta-analyses de méta-analyses, qui montrent que l'apprentissage coopératif a des effets extrêmement importants, non seulement sur l'apprentissage, comparativement à des méthodes plus individualistes ou à des méthodes compétitives, mais l'apprentissage coopératif a aussi des bénéfices qui sont très importants au niveau des relations sociales et au niveau de l'inclusion sociale. Et il y a beaucoup de travaux faits, par exemple, sur l'inclusion sociale, par exemple, d'enfants porteurs d'handicap, qui montrent qu'il y a des bénéfices aussi à ce niveau-là. Merci. Voilà.